Bonjour à tous et bienvenue dans Posé. Aujourd'hui, je reçois l'inénarrable Gérard Bast, chanteur, compositeur, rappeur, punk, animateur télé, gamer. Tu as une biographie assez impressionnante. Très longtemps, on t'a connu avec le groupe Zwinkels aussi. On t'a vu un petit peu à la télé. J'aimerais revenir un petit peu sur ton enfance, si tu veux bien. Ouais. Quand ta prof d'histoire géo, Madame Fernandez, elle t'appelait, elle faisait l'appel, elle faisait « Mathieu Balanca ». Tu répondais « Présent, madame » ou tu répondais pas parce que tu n'étais pas là? À cette époque-là, j'allais encore à l'école. Encore à l'école à cette époque-là? Ouais, moi, j'ai un souvenir, c'est marrant que tu dis ça, parce que Madame Fernandez, elle est sur une photo de classe. Et j'ai un souvenir d'enfance avec elle. C'est une séance de diapositive où elle avait une grosse ceinture. Et la ceinture lui faisait une ombre comme un gros mandrin, tu vois, comme un truc comme ça. On était là, genre, regardez, la prof. Bon, voilà, on va éviter les gros mots, mais elle a une grosse machine qui dépasse, quoi, Madame Fernandez. Mais je m'entendais beaucoup à cette époque-là avec mes profs de français. Ouais. J'étais toujours un peu le chouchou. J'étais un peu faillot aussi. Ouais. Ah, t'étais faillot là-bas? J'étais un peu faillot, mais moi, mon plat, c'est le cassoulet, hein, tu vois. Mon grand-père était ariégeois, donc j'étais un petit peu faillot. Je suis toujours un peu faillot et j'ai toujours ce désir d'être un peu bon élève, si tu veux, malgré ce côté fond de la classe. Donc même là, à l'école, quoi, t'avais ce côté hybride un peu entre le punk et le bon élève, en fait. J'ai jamais été vraiment punk. Hein. En fait, l'école, ça n'a pas été compliqué. J'y suis allé, j'étais bon, j'assurais, c'était cool, jusqu'à ce que je découvre le shit et j'y aille plus. T'étais du genre à dessiner en classe ou t'étais du genre à écrire des lyrics? Alors j'étais du genre à beaucoup dessiner et je le dis dans un des morceaux de l'album des Zwinkels là, qui s'appelle Jazz. Ma hantise, c'était le ramassage des classeurs. Parce que c'était vraiment flingué. Et c'était en particulier beaucoup de zizi. Énormément. Des symboles un peu chelous, des trucs pas possibles, quoi. Des petits b-boys aussi. Des Luciens. J'ai beaucoup dessiné des Luciens, des Margerins. Je sais pas si tu vois, les BD, la banane métallique. Ouais, bien sûr, bien sûr. Franck Margerin, trop bien. J'ai une super histoire sur Franck Margerin, mais je vous la raconterai peut-être plus tard. Bah vas-y, enchaîne. En fait, toi, t'as fait une école de dessin après? Non, j'ai fait une prépa d'école de dessin. Je suis resté 3 mois. Ouais. Et en gros, à ce moment-là, on commençait les Zwinkels. Et on a très vite été repérés par des maisons de disques et tout. Et je suis parti sur la musique pro à ce moment-là. Ça a mis combien de temps entre le collège où tu rencontres Nicus et le premier, le clip, par exemple, le clip de Réveille le punk? Il y a eu combien de temps entre ces deux moments-là? Écoute, on s'est rencontrés au lycée, donc moi j'étais à Charlemagne, qui est un lycée un peu cool, enfin un peu classe, mais c'est pas du tout le cours Charlemagne, je sais pas quoi. C'est un lycée un peu pas mal dans le Marais. Lui était juste à côté à Sophie-Germain, donc c'était un autre bahut juste à côté. Il y avait 3 ou 4 bahuts, on se croisait. Donc là, à l'époque, on avait 17, 18 ans. On a commencé les Zwing, donc à peu près à cette époque-là, enfin, à écrire un petit peu tout ça. Le nom, il est apparu. On a dû commencer en 12, tu vois, 91, 92 à peu près. Et on a fait Réveille le punk en 98, 19. Nicus, il est plus fort que moi en date. Mais ce qui est vraiment ouf, si tu veux, dans la façon dont Zwinkels s'est créé et s'est lancé, c'est qu'à partir du moment où on a dit on s'appelle les Zwinkels, on kick, on fait du rap et tout, et qu'on était dans les sorties des bars, à la butte aux cailles ou n'importe où, à kicker des couplets devant des potes et tout, c'est qu'à ce moment-là, 6 mois plus tard, on était en tournée, quoi. Ah ouais, ça a été hyper rapide, quoi. Parce qu'on avait trop de potes musiciens à cette époque, des groupes qui sont pas nécessairement super connus, mais comme Frogmouth, La Boulette, Seth, qui était un groupe de fusion. Enfin, on connaissait plein de groupes. Il y avait Bakshish, qui était un groupe d'acid jazz. Plein de petits groupes parisiens qui nous ont tout de suite donné notre chance de faire des premières parties, etc. Et parce que, tout simplement, les gens étaient épatés, si on peut utiliser ce mot, quoi, par ce qu'on faisait. Parce qu'on était, chronologiquement, les premiers en France, à ce que je sache, hein, à parler de bière, de fête, de ouinge, dans des raps à l'époque où les gens disaient c'est pas bien de fumer, c'est pas bien de boire, il faut être positif. Alors que c'était toutes les grosses Kaira qui faisaient tout ça, mais ça se disait pas en fait. Ouais. Et nous, on l'a dit parce qu'on c'était des thèmes du punk, ça. C'était des thèmes du punk, mais les Beastie Boys par exemple, c'est un groupe de punk, c'est un groupe de rap. Nous, on était un groupe de rap, mais on voulait parler des sujets qui nous concernent, si tu veux. C'était un peu le truc de base, c'était de se dire nous, c'est notre vie, donc on va parler de notre vie. Tu vois, on n'allait pas tricher. On n'allait pas dire aux gens, c'est pas bien de fumer et de boire, alors que c'est ce qu'on faisait tout le temps. Ouais, où j'ai grandi dans la cité, alors vous étiez dans le 1er arrondissement, quoi. Exactement, donc c'est pour ça, on disait, on est de banlieue centre.
Banlieue C'est centre. de là, des années plus tard, qu'est venu Dirty Centre. Hein. C'était ce qu'on disait à l'époque. Vous êtes de quelle banlieue, tu vois? Parce qu'on nous demandait, les gens, vous êtes de quelle banlieue? Ouais. Parce qu'on faisait du rap, tu vois. À l'époque, c'était pas un truc... Si, il y avait des mecs de quartier de Paris qui en faisaient 13e, 14e, 18e, bien sûr. Mais on disait, vous êtes de quel quartier, quelle banlieue? On disait, mais on n'est pas de banlieue, on est de banlieue centre. Banlieue centre, bah ouais. Ça veut rien dire, quoi. Et il y avait un problème d'acceptation par rapport à ça? Ouais, le bien fait sûr. que toi, tu étais de Paname et qu'il y avait tous ces groupes banlieues autour. C'était les balbutiements du rap en même temps. Mais c'est partie vrai du peuple, qu'on n'était pas dans le moule du tout. Et nous, on voulait être dans ce moule. On voulait dire, mais nous, on est des rappeurs. On adore le rap et on veut faire du rap et on fait du rap. Et les gens avaient un peu du mal. Mais c'est pour ça que du côté plutôt des musiciens ou des gens comme ça, ils disaient, mais c'est ouf ce que vous faites. Et les rappeurs, ils disaient, ah, c'est chelou ce que vous faites. Enfin, que des rappeurs dont on n'entend plus parler aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais qui à l'époque disaient, ouais, déjà, c'est genre, c'est pas bien. Une fois, j'ai croisé Sami Nasseri, okay, que j'ai déjà cité dans un rap, qui était avec un mec hyper important à l'époque dans le mouvement, qui s'appelait Jahid, King Jahid, qui avait été champion du monde de boxe thaï et tout, qui est un pur gars, qui je crois, est roi Zoulou. Tu veux, il était avec Sami Nasseri et ils nous disent, ouais, les gars, c'est pas super ce que vous faites pour les jeunes et tout. Je fais, eh oh. J'avais quitté, mec, attends, excuse-moi. C'est un exemple, lui, ou pas? Ouais, c'est clair. Balaye devant ta porte, déjà. Mais voilà, non, mais je regarde parce que j'ai beaucoup de respect pour tous les gens, tous les acteurs du mouvement au départ, du mouvement. Moi-même, je suis Zoulou, si tu veux savoir. Ouais. J'ai rencontré Afrika Bambaataa lors d'un concert et j'ai toujours rêvé d'être Zoulou. Parce que j'aime bien ça, j'adore les pionniers du rap et tout. Zulu Nation. Donc, je croise Afrika Bambaataa, j'étais en concert à Caen, il y a Dynasty, Bambaataa. Et je dis à Bambaataa, ben écoute, j'aimerais trop être Zoulou. Comment on fait? Il dit, mais il n'y a rien à faire, en fait, t'es Zoulou si tu veux, je m'en bats les couilles, quoi. Donc là, je suis Zoulou. Il t'a adoubé, en fait? Ouais, il m'a adoubé en disant, je m'en bats les couilles de toi, quoi. Je dis, ok, je suis Zoulou par Bambaataa. Donc si lui l'a dit, déjà, voilà, c'est à l'oral. Il a dit, tu fais ce que tu veux, c'est pas bon, tu veux être Zoulou, t'es Zoulou. Okay. Ah bon, moi je crois qu'il y avait un processus, quoi. Un processus. Non, c'est ça le processus. Tu lui parles, tu lui demandes et il dit, je m'en bats les couilles. Va te faire foutre, t'es Zoulou, quoi. Fuck you. Parfait, ça marche bien. Tu disais dans la chanson Réveille le punk, là, dont on parlait tout à l'heure, que tu resterais rock'n'roll dans l'âme jusqu'à ce que tu clames. Est-ce que, selon toi, on peut rendre sa carte de punk? Ah, on peut se ranger un peu, mais je pense que... si tu veux, déjà, moi, je suis pas quelqu'un qui suis... Enfin, je suis hyper autodestructeur et tout, hein, mais j'aime pas détruire. Hein. Moi, j'aime construire. Moi, je suis un gentil. Je suis pas quelqu'un... Tu vois, j'ai jamais foutu la merde en classe. T'en parlais tout à l'heure. J'ai jamais foutu la merde en classe. Si j'avais envie de foutre... Soit j'allais en classe pour faire mon taf, soit j'y allais pas. Fin de l'histoire. Ouais. Et si j'y allais pas, j'allais faire mes conneries, tu vois. Mais je suis jamais allé... j'ai jamais été provocateur. Après, c'est vrai qu'on a manié un petit peu, je le vois avec le recul, il y a des thèmes qu'on a abordés ou des morceaux un peu vulgaires et tout qu'on a fait parce que ça nous faisait marrer de provoquer un peu, mais je sais pas, punk, qu'est-ce que ça veut dire réellement? En plus, plein de punks étaient des bourgeois, tu vois, nous on n'est pas punk, on a juste un mode de vie rock'n'roll et on admire les acteurs du rock'n'roll, mais j'aime autant le rap que le rock. Enfin, j'écoute d'ailleurs pas du tout de rock en vrai. Mais je me demande souvent dans la vie, tu vois, quand j'ai un choix à faire, j'ai un spectre très simple. Je me dis, qu'est-ce qu'aurait fait Lemmy, tu vois, de Motorhead, et qu'est-ce qu'aurait fait Puff Daddy, tu vois. Et en gros, si tu te poses la question dans une situation sur qu'est-ce qu'aurait fait Puff Daddy et qu'est-ce qu'aurait fait Lemmy, j'appelle ça what would Diddy do? Tu vois, what would Lemmy do? Et finalement, tu vas voir que Lemmy, c'est une rockstar ultime. C'est une icône. Voilà, Motorhead, c'est un groupe cultissime. Et puis, tout le monde aime ce gars, tu vois. Il est génial. Mais c'est un gars qui a fini sa vie en short au bar à boire des pintes et des whisky. Hein, tu vois. Il n'a jamais rien fait d'autre que ça et du rock'n'roll. À côté de ça, Puff Daddy, c'est un mec incroyable, businessman de ouf, qui n'est pas un vrai rappeur, mais qui, en gros, trouve toujours des solutions incroyables. C'est quand même le premier mec au monde à avoir fait, à vendre ça. Au lieu d'acheter des espaces publicitaires, il les vend. Tu vois, il faisait des émissions genre « Je veux travailler pour Didi ». Je ne sais pas si tu connaissais, c'était sur MTV, je crois. Et en gros, là, il prenait des stagiaires, il leur faisait faire des pubs pour sa marque, tu vois, etc. Et après, il vendait l'émission à MTV. Donc, il faisait des pubs pour sa marque en vendant. C'est beau. C'est ouf quand même. C'est magnifique. C'est smart businessman. Moi, je suis pas du tout ça. Hein. Je suis quand même plus Lemmy, tu vois, dans la vie. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de se dire qu'est-ce que feraient les gens qui savent manier le business. Moi, je sais pas le faire. Lemmy, sa réponse générale à tous les trucs, ça aurait été genre fume des clopes et bois une bière et ça va passer, non?
C'est un petit peu ça, mais est-ce que ça passe toujours? Si tu veux, la chance que ces mecs... La chance que plein de rockers ont eu et que plein de gens ont eu, même des rappeurs et tout, c'est juste que ça marche, quoi. Tu vois? Finalement, c'est même pas tant une question de travail, ça reste tout le temps une question de chance, tout ça. Du travail, il en faut. Hein. Tu vois, bien sûr qu'il en faut. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, mais c'est vrai que j'ai pas couru après ça. Mais par contre, la plupart des gens qui réussissent vraiment, c'est qu'ils tombent au bon endroit, au bon moment. C'est pas parce qu'ils ont taffé de ouf. Tu vois, il y a plein de... Je pense pas que Lemmy Motorhead, il est taffé de ouf, tu vois, dans sa life. Même les mecs de... tu prends des grands mecs comme, je sais pas, AC/DC, tu vois, bien sûr qu'ils ont bossé, après. Mais c'est juste qu'ils ont tourné, ils ont fait leur disque. Si tu veux, ils ne se sont pas pris la tête à faire des business plans, je pense, hein, les mecs, tu vois. J'ai eu la chance de faire la première partie de Paul Di'Anno, qui était le premier chanteur de Iron Maiden, avec un groupe tribute qu'il avait monté avec des musicos Rital. Et je te garantis, le gars, comme tu dis, c'est pas forcément un bosseur, mais par contre, c'était une bête de scène, le mec. Voilà, c'est ça. Il est arrivé, il est pas venu au Balance, il s'est tapé une bouteille de Sky avant de monter sur scène. Moi, j'aurais bu ça, j'aurais pas pu monter sur scène, c'est clair. Il a fait 2 heures de live. On a essayé, ça marche pas. Il est redescendu, il s'est retapé une deuxième bouteille. Hein. Et après, il a fait « Ouais, on va faire la fête et tout ». J'étais là, genre, c'est super, mais je vais mourir si je fais la fête avec toi. On n'est pas fait dans le même bois, toi et moi, tu vois. Ouais, mais il y a ça, il y a des gens qui ont ça en eux. Après, moi, c'est vrai que j'adore faire des concerts. J'aime bien quand le concert c'est fini et qu'on l'a bien déchiré. Depuis quelques années, j'ai vraiment pris du plaisir à faire des concerts. Là, toute la tournée de Vinkles qu'on a fait depuis 2-3 ans, ça a été mes meilleurs moments sur scène. C'était vraiment ouf. Comment on s'éclatait et comment on donnait et comment on se sentait en possession de nos moyens, si tu veux. Et puis, au final, c'est juste ça, on sait faire ça, si tu veux, on sait faire ça. Et aujourd'hui, on est dans une société ou dans un milieu, même le milieu artistique, on ne demande plus que ça. On nous demande d'être aussi un businessman, d'être aussi un entrepreneur, d'être aussi un visionnaire, d'être aussi... D'avoir des opinions politiques, d'avoir des plateaux, opinions pleines. Au-delà de ça, tu vois, être artiste, tu vois, c'est normalement, le modèle de base, c'est Van Gogh. Hein, tu vois, c'est le mec dans sa chambre qui arrive à rien et qui se coupe l'oreille. Hein, si tu veux. Aujourd'hui, c'est plus ça. Être artiste aujourd'hui, c'est être un mec comme Orelsan qui défonce tous ses projets, qui a des idées tout le temps, qui fait des collabs avec des grandes marques. Évidemment, il y a des équipes, il y a du management, mais à la base, c'est lui qui fait tout. Hein. C'est quand même lui, le vrai gars, quoi. Tu vois, peut-être avec Scred, enfin, tu vois. Ouais, même Booba, des gars comme ça qui s'auto-managent. Ils ont évidemment des teams, mais même Booba, pendant très longtemps, il n'avait même pas de manager. Hein. Ouais. À l'époque où déjà c'était fat. Hein. Ouais. Ça demande d'être très complet, mais toi tu es quelqu'un d'assez complet aussi, parce qu'en plus, en marge de la musique, tu as fait quand même pas mal de choses à côté. On y reviendra juste après. Je voulais juste te poser une question par rapport à ton message, à la façon dont tu fais passer ton message. Dans mon spot, par exemple, sur Rechute, tu t'oscilles entre l'ultra-violence de « je te découpe au ciseau machin », et tu vois, je deviens fou comme Stéphane Plaza, double vasque, quoi. T'oscilles vachement entre l'humour et un côté assez sombre comme ça. Tu penses que c'est ça ta recette pour toi, pour passer ton message très violent et un petit peu d'humour pour faire passer la pilule? En fait, moi, j'ai jamais vraiment eu de message dans ce que je faisais, si ce n'est de défendre des valeurs de liberté, de machin, des valeurs un peu libertaires. Mais non, c'est juste que moi, je fais du rap comme les films que j'ai aimés quand j'étais ado, tu vois. Je fais du rap avec des explosions derrière. Tu vois, je veux être le mec qui avance et derrière, il y a des explosions. Et qui ne regarde pas. Voilà, qui ne regarde pas. Tu vois, je veux juste ça. Et c'est ce que je fais, en fait. Quand je fais de l'ultra-violence, évidemment caricaturale, c'est parce que j'ai adoré les films gore, les films d'horreur, les trucs... Enfin, c'est un peu une blague, tu vois. Après, pareil, Stéphane Plaza, parce que j'adore la culture pop. J'ai essayé de l'appeler pour lui faire écouter le morceau, ça n'a pas marché. J'avais son numéro, j'ai envoyé SMS, mais j'ai pas eu de réponse. Voilà, c'est juste que... Ça aurait été cool qu'il soit à l'arrière en train de faire... Moi, j'aime les buddy movies, tu vois. J'aime les trucs avec... j'aime L'Arme Fatale, tu vois. Mon modèle, c'est ça. C'est Mel Gibson complètement ouf. L'Arme Fatale ou Danny Glover, trop relax, tout explose. Il y a une belle nana, tu vois. C'est vraiment ce que j'adore. Années 80 à fond. Bah ouais. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ma musique. Après, évidemment, il y a un Vinkles, mais c'est pas un message pour moi, c'est plus des valeurs. Mon spot, c'était plutôt d'ailleurs pour dire, oubliez pas qu'ils sont un peu les darons de ce truc-là.
je tape un peu dans le vide, mais d'un autre côté, je suis là pour dire, bah vas-y, on est là, t'inquiète. Ouais. Bon, après, elle est bien violente, cette track, hein. Même l'intro et tout. Vous avez tourné ça d'ailleurs chez Zwinkels Brewers Family, Incroyable, histoire incroyable. Chez 8-6. Je raconte le truc à la fin du clip. Pendant des années, pendant nos années de jeunesse surtout, on regardait les bouteilles de la bière Zwinkels qui nous a donné notre nom, et on voyait que c'était fait dans une ville en Hollande, Lieshout, Netherlands. Et des années plus tard, j'ai rencontré les mecs de la marque qui sont archi cool. Et on a réussi à aller là-bas, faire un showcase et tourner un clip. C'était juste dingue. Et tu vois, ça, c'est typiquement un truc pour moi qui a un plot, qui a un scénario trop dingue. Tu vois, c'est ouf, le pitch du truc, c'est que Zwinkels, groupe culte, des années plus tard, va dans la maison mère, là où il brasse la bière de Clodo, la plus connue, la street bière de base, tu vois. Voilà, la 8-6, quoi, c'est emblématique, tu vois. Ouais. Et on est là-bas en train de faire un clip. On sort un track que moi je trouve très très fat, avec un gros refrain dancehall et tout, frais, tu vois, des mecs de... on est quand même sur nos 50 piges, hein, les refs, tu vois. Ouais. Genre, on sort des trucs frais de ouf. Et t'as pas un mec pour dire, je sais pas, Combini, n'importe qui, n'importe quel média, pour dire, putain, les Zwinkels reviennent avec un track tourné au cœur des usines 8-6. Ouais. Les refs, putain. Avec dur, un refrain en jamaïcain en plus, quoi. Ouais, un zarmaïcain. à peu près jamaïcain. Ouais. Mais ouais, moi, j'ai pris une grosse tarte quand je l'ai écouté. Mais on cette était un track, peu dégoûtés. Enfin, tu vois, je me plains pas, hein, mais c'est vrai que souvent l'accueil sur Zwink, il est pas ouf de la part des médias, même quand pour moi on a des trucs à raconter de ouf. Et tu vois, il y a plein de médias, par exemple, qui donnent des news musicales et tout ça, et qui vont te dire des trucs genre oui, il existe un morceau de Drake qui n'a pas été enregistré pour l'album, il l'a posté sur Twitter. Whatever. On s'en fout, et surtout que, tu vois, il n'y a rien derrière. Il n'y a même pas le track. Juste, il dit, j'avais des morceaux que j'ai pas mis. Et ils font des news là-dessus, tu vois. Ouais. Genre, nous, on a un plot, une histoire à raconter qui est ouf. 20 ans plus tard, on débarque dans les usines avec le peu groupe, bim bam et tout. On fait un showcase pour la marque. Tu vois, c'est trop marrant à raconter. Bah ouais. Tout le monde s'en branle. Après, c'est aussi quelque part ce voyage, ce pèlerinage là, qui est d'ailleurs documenté sur la chaîne des Zwinkels. Ça a du sens vraiment pour toi, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ce truc de dire, ouais, on est des ados, on boit de la 8-6, on regarde ce truc, on dit, vas-y, un jour on ira, sans trop y réfléchir, et 25 piges plus tard, ça se passe. La révélation, elle est pour toi, quoi. C'est ton kiff perso, quoi. Ouais, c'est vrai, mais on aimerait bien partager toutes ces histoires aussi avec plus de gens, tu vois. Ouais. Mais je crois que finalement, ça n'intéresse pas énormément de gens. Je crois qu'on a vraiment touché le public qu'on avait, si tu veux, dans notre carrière, qui a une très belle carrière avec des gros festivals. On a été les premiers rappeurs underground, voire même parmi les premiers rappeurs, parce qu'à part NTM et IAM, peut-être... qu'on voyait, même ailleurs, on ne les croisait pas beaucoup quand on faisait les vieilles charrues, les Eurokéennes et tout. Il n'y avait pas beaucoup de groupes de rap français. Vous avez fait le Hellfest avec Zwinkels? Alors, j'ai fait le Hellfest tout seul. Ah, t'as fait le Hellfest tout seul, toi, tout seul. avec, alors, sur une petite scène, avec mon pote Wax, Xanax et Dr. Vince et Fancy. Et j'ai fait le Hellfest ensuite avec les Zwinkels. Donc c'était ouf. On était entouré aussi encore du guitariste Wax et de Bog, notre guitariste qui a fait le riff de Réveil le Punk et tout ça. Et on refait le Hellfest cette année. Chambé. Le 15 juin. C'est trop bon, cool. Ça. Derrière nous, il y a Fishbone, c'est juste trop cool. Le groupe de rap préféré des métalleux, quoi. C'est quand même ouf, quoi. Et il n'y en a pas vraiment d'autres. On a dit, nous, on est un peu les seuls rappeurs à avoir fait le Hellfest. Et des gens nous ont répondu, non, il y a Ice-T, il y a eu Chuck D et tout. Je dis, c'est pas les mêmes projets. Hein. Ice-T, c'est Body Count, c'est pas ouais, voilà, c'est ça. C'est déjà du métal, quoi. Enfin, c'était de la fusion. Il y a Suicidal aussi, si tu vas par là. Ouais, ça rapouille, tu vois, mais c'est pas... Nous, on a un groupe de rap, hein, tu vois. Rage aussi, je crois, ils ont fait le... Ouais, Rage. Alors Rage, c'est vrai que Zach de Roca, c'est un pur rappeur, mais ça reste un groupe de fusion, tu vois. Ça reste un groupe de rock. Ouais, plutôt métal. Il y a un phrasé, quoi, mais bon. Ouais, voilà. On est les seuls. Hein. Il y en a plein qui sont jaloux, hein, qui disent, putain, nous aussi, on veut le faire, mais... c'est la place du swing. Pour l'instant, il n'y a que nous. C'est le spot. C'est cool, ça. Il y a peu de gens qui savent ça, mais tu as collaboré avec Michael Youn sur le projet de Fatal Bazooka. J'ai beaucoup travaillé avec Michael Youn, que j'aime beaucoup. Tu peux nous parler un peu de cette rencontre avec lui, là, comment ça s'est passé? Ouais, c'est passé par l'intermédiaire de mon pote Ludovic Bourse. Donc Ludovic Bourse, alias Dr. Frankenstein chez nous, et il avait d'autres noms aussi chez nous. C'est un musicien, arrangeur, qui a fait plein d'instrus pour Zwinkels, dont les gros tubes, Serial Killer, le Zwing C'est Chic,
tous les gros morceaux un peu tubesques, pseudo-tubesques, voilà, c'est lui qui était derrière. Et ce gars-là, c'est lui qui a fait la musique, par exemple, de The Artist. Il fait tous les sons des films d'Hazanavicius. Il a pris un Golden Globe, lui, non? Elle a pris, comment ça s'appelle, Academy Award, là, Oscar, ouais. César, il a tout pris sur ce truc-là, c'est ouf. Hein. Donc en fait, on voulait même ressortir les albums avec écrit Music by Academy Award winner Ludovic Bourg from The Artist. Tu vois, c'est lui qui est derrière des morceaux tout débiles et tout en plus et tout. Ah, tu peux, hein, en vrai, c'est vrai. Non, mais c'était drôle, quoi. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est lui en fait qui était sur La Beuse, entre autres. Hein, c'était un des compositeurs sur le film La Beuse, et il se retrouvait avec un track. Je sais plus, il m'a appelé un peu au secours sur une connerie d'écriture. Michael Youn n'arrivait pas à bien s'approprier un track qui était écrit. C'était Alphonse Brown. Alphonse Brown. La puissance du port du Voilà. Ces morceaux étaient écrits par Faf Larage. D'accord. Qui a écrit plein de trucs. Hein. Et moi, je suis venu un peu coacher Michael pour l'aider un peu à rentrer son truc. J'ai retouché un tout petit peu les paroles. J'ai fait ça comme ça, un peu gracieusement. C'est bien dommage parce qu'à 1% près, je pouvais me faire quand même un bon bif. Hein. Ça a vendu 1 million de scuds. Ouais. Et on a sympathisé comme ça. Et en fait, à ce moment-là, il y avait aussi dans le film Vincent Dezalia, dont je suis assez proche. Enfin, je ne le vois pas tous les jours, mais on vient vraiment un peu du même moule, quoi. Le skate, le tag, cool, un peu, le mec un peu lunaire et tout. On s'est très bien entendu, on est devenus potes. Et de fil en aiguille, j'ai continué à collaborer avec Michael. En gros, je le coachais un petit peu, je coachais vocalement un petit peu, enfin, je coachais rapement, rapologiquement. Quoi, pour qu'il pose la voix sur le truc. Tu as participé à l'écriture ouais, j'ai écrit, mais des petites bribes, j'ai donné des idées, j'ai supervisé. On a fait un deuxième album de Fatal Bazooka où j'avais beaucoup plus travaillé, mais qu'il n'a pas senti de sortir. Il n'était plus trop dedans. Il y avait toute une nouvelle vague de rappeurs, youtubeurs. Non, mais Bratislava Boys, c'était grave cool aussi. Hein. Moi, je le connaissais pas à cette époque-là. Mais en gros, j'ai bossé sur son spectacle, son truc de stand-up, quoi. On avait fait toute la chanson du spectacle. J'ai bossé sur La Beuse, j'ai bossé sur Fatal Bazooka, sur le film. Voilà, j'ai collaboré, mais c'était cool. Hein. Ouais, mais c'était grave cool. Le film est cool. Puis, je sais pas, c'était vraiment bien. Puis c'est cool, c'est des bons plans, tu vois. Financièrement, c'est des trucs qui m'ont le plus rapporté, qui continuent aujourd'hui à le plus me rapporter. Même si c'est 500 balles tous les 6 mois, ça reste ça. T'as quand même les ayants droit là-dessus, quoi. Ouais. Et Michael, c'est un fan de rap aussi, lui, qui se cache un petit peu. C'est un fan de son, surtout. C'est un fan de musique, mais c'est quelqu'un qui aime bien faire des choses, tu vois, qui aime bien s'investir dans les trucs et tout. Et quand il a fait du rap, il prend ça vachement au sérieux, il fait ça vachement bien. À l'époque, ça avait quand même eu un gros impact, tu vois, même qui avait un peu divisé les gens. Genre, ah, ça y est, le rap, c'est... Tu vois, il suffit de faire un peu de la parodie pour que ça cartonne. Il y avait eu quand même là-dessus, il y avait encore ce délire. Aujourd'hui, les gens ne se posent plus du tout la question. Quand Mr V sort un album, ou Lorenzo, tout le monde trouve ça cool, tu vois, personne ne dit qu'il n'y a aucune crédibilité. Les gens, ils kiffent le son, c'est tout. Hein. Si le son est bon, c'est cool, quoi. C'est pas parce que c'est de la parodie qu'il faut pas que ce soit, entre guillemets, pris au sérieux musicalement. Un peu comme Tenacious D, finalement, quoi, tu vois, qui est à la base un groupe parodique et qui est devenu un vrai truc, quoi, avec un following, quoi. Ouais, bah là, on est quand même dans un sketch génial, mais fait par des gens qui aiment cette musique. Donc, c'est un peu pareil. Hein. Michael, il aimait bien cette musique, mais je sais pas si c'est un spécialiste du rap. Après, ils écoutent des choses. Toute l'équipe, en fait, qui bosse avec lui, ils ont fait... C'est marrant parce que les mecs qui font les musiques, les mecs qui s'appellent Frix, les mecs qui font la musique de la plupart des trucs de Youn, c'est aussi eux qui écrivent avec Michael les scénarios des films et tout ça. Donc c'est plus que des musiciens en fait, c'est une cellule. Moi j'ai eu la chance de rentrer là-dedans, c'est des bosseurs de ouf, c'est vraiment des gens qui sont doués quoi, tu vois, qui sont doués pour faire les choses et qui savent aussi aujourd'hui, qui continuent à bosser pour Kemar ou Ludovic, tu vois, qui continuent à bosser avec de la jeune génération. C'est hyper intéressant, tu vois, là où ils sont obligés, hein, c'est une question de survie, mais Michael, lui, par contre, il s'est un peu détaché de ça, de la musique et tout. Tu vois, il a vu qu'il fallait peut-être passer la place. Voilà. Ouais, il a fait son truc pendant que ça marchait. Peut-être il y avait la fraîcheur du projet au début, mais que maintenant, c'était plus trop... On a fait le deuxième album, c'est super intéressant, à une période super transitoire, où en gros, le rap qui était à la mode et qui cartonnait, c'était...
Black Eyed Peas ou LMFAO, tu vois, des trucs vraiment marrants dans lesquels on se reconnaissait beaucoup et lui surtout se reconnaissait beaucoup. Et c'est pile le moment où est arrivé totalement autre chose. C'est-à-dire la trappe, le retour du boom bap classique. Tu vois, des gens qui prenaient le rap totalement différemment et très au sérieux. Et c'est ça qui a pris le dessus, tu vois. Et même des mecs comme Mr V et tout, qui justement se mettaient à rapper, ou tu vois, je sais pas, les clips de youtubeurs, c'est carré quand même, hein, tu vois, le rap de youtubeurs. Ouais. Maintenant, c'est surtout naze, très produit, quoi. C'est produit, ça kick. Tu vois des mecs, t'hallucines, hein, des mecs genre Seb Lafrite, mec qui fait des vidéos, tu vois, t'es là, genre, ouais, ok. Mec qui te sort un couplet de rap, t'es là, genre, ok, le mec sort un 64 mesures sur Tandax, t'es là, genre, ok. Tu sais, les Quinry, ils avaient ça en plus. Moi, j'adore Lonely Island, c'est comme les mecs des comiques, là, les mecs de Saturday Night Live et tout. Ils font du rap. Bon, c'est du rap plus old school et tout, un peu Beastie Boys et tout, mais c'est super carré, tu vois. De ouf. Et en fait, avant, les humoristes et tout qui faisaient du rap, c'était un peu naze, ou alors ils avaient l'intelligence de passer par des rappeurs comme Faf Larage ou Wham, tu vois, pour faire des trucs. Et j'ai commencé à bosser un peu avec des mecs de YouTube ou des influenceurs et tout ça. Et je me suis rendu compte très vite que finalement, mon expertise, des années d'expérience et tout, ils n'en ont pas vraiment besoin. Parce qu'ils ont grandi avec ces codes-là. Et ils les maîtrisent totalement. Et ils rappent super bien, en fait. Et ils ont des punchlines qui marchent sans vraiment avoir besoin d'être plus tu vois, d'être plus coaché par des gens qui ont de l'expérience. C'est dur, hein. J'aurais préféré les aider, mais ils n'ont pas besoin de nous. Après, ils se sont appropriés ces codes. Mais c'est marrant que tu cites Lonely Island. Like a Boss et tout, si les gens ils se rappellent de ces chansons qui sont bien cool. Toi, t'es quand même avec le Zwink, pour clore la parenthèse sur le Zwink et cette partie musicale, tu n'as pas la sensation que justement le fait d'avoir été très niché comme ça et très hybride dans cette approche de la musique, c'est ça qui a mis le Zwink dans une espèce de niche qui fait que finalement tu vas pas avoir Hard Rock Magazine qui va faire un article sur le Zwink parce que c'est trop rap pour qu'on en parle dans un truc de hard rock, et non plus une revue rap qui va pas faire de revue, parce que, mais bon, au final, c'est un peu des punks, les mecs, et nous, on parle de rap, tu vois. Ouais, il y a eu un peu de ça, malgré qu'on a eu des articles dans Hard Rock Magazine, hein, tu vois, pas plus que dans les articles de rap. On a eu très peu d'articles, en fait, en règle générale, mais quand on est arrivé, on était quand même assez particulier. Mais c'est plus du côté... c'est vrai, peut-être même des maisons de disques qui n'ont jamais su vraiment comment vendre le produit comme du rap, comme du rock, ils ne savaient pas trop. Où tu le ranges à la Fnac. Mais c'est ça, on avait dit, tu mets une musique de merde et tu crées un nouveau sketch, tu crées un nouveau truc, tu nous mets dedans. C'était une vraie vanne, on voulait le faire. Hein. On a demandé à la vie, on fait des trucs musique de merde. Musique de merde, il n'y a que l'album du voilà, on voulait faire ça. Mais l'anecdote, je l'ai souvent racontée il y a quelques années. On avait un vrai problème à l'époque où il y avait des rayons. Il y avait des disquaires, il y avait des rayons de musique. Des fois, on se retrouvait dans la world music ou nouvelle scène française. Alors pour nous, on était là, mais on fait du peur, on fait du rap. On fait du rap, mais bon, c'est vrai qu'on a brouillé les pistes un peu. Puis, Allez, rétrospectivement, tu disais on fait du rap. Est-ce que maintenant, quand tu réécoutes les anciens morceaux du Zwink, tu as toujours cette sensation en disant oui, c'était authentique ou machin, ou tu te dis genre peut-être en finale on faisait un truc un peu fusion et à l'époque on se trompait en se catégorisant nous-mêmes en tant qu'artiste rap? Non, je pense toujours qu'on a fait du rap et que je fais vraiment du rap. Tu vois, il suffit d'écouter nos scuds ou de nous voir sur scène, on est des rappeurs, tu vois. Après, il y a des morceaux un peu queuro, hein, avec des beat rock, quoi, mais on pense vraiment faire du rap. Après, c'est vrai qu'il y a un mouvement qui s'appelle le rap alternatif, qu'on a tous refusé cette étiquette, alors qu'en fait, elle était cool. Et qu'on aurait pu avoir vraiment lancé ce truc en disant « Ouais, nous, c'est du rap alternatif ». Parce que c'est vrai qu'on propose un peu une alternative à un rap de quartier. Mais enfin, c'est quelque chose que j'ai souvent dit. Finalement, le rap classique, enfin déjà, il n'y a pas vraiment de rap classique, mais le rap un peu considéré comme authentique ou de rue, tu vois, le rap de rue, le rap de quartier. Est-ce que c'est pas ça la niche? C'est une grosse niche. Mais nous, dans les groupes qui gravitent autour de cette musique, en détournant un petit peu les codes ou des trucs comme ça, c'est vrai que tu vas nous mettre dans le même panier que TTC ou Triptyque ou même La Caution, tu vois, qui sont quand même des mecs, eux, de Tiekar et tout, alors qu'en fait, on ne fait pas du tout la même musique les uns les autres. Il y en a qui font de l'expérimental, d'autres qui font de l'électronique, d'autres qui font des trucs plus rock comme nous, tu vois, et c'est là où c'est très différent quand même, je trouve. Tu vois. Mais c'est difficile de ranger le Zwink dans un truc, quoi.
Si tu fais écouter ça à des puristes du rap, ils vont te dire ouais. Ça dépend ce que tu leur fais écouter. C'est des punks. Et ça dépend des morceaux aussi. Tu vois, avec des albums hyper éclectiques comme ça, avec beaucoup de choses dedans. C'est vrai que ça, c'est des paris risqués, quoi. C'est toujours couillu en musique de ne pas prendre le pari d'ACDC et de dire ah bah nous, on fait du binaire. On fait de ça toute notre vie, quoi. Au final, c'est que toute notre carrière... c'est vrai que presque toute notre carrière, elle est quand même lancée et basée sur un morceau emblématique qui est Réveille le punk et qui est un morceau effectivement avec une guitare rock, tu vois. Et c'est ça avec un solo de gratte à la fin. Un solo de gratte, mais après les couplets ils sont kickés. Hein. Et les gens disaient putain c'est quoi ce groupe de rock où les mecs ils rappent vraiment bien. Tu vois. Bah non, c'est juste un groupe de rap qui a pris une guitare de rock. Tu vois. Et d'ailleurs la première version de Réveille le punk, je sais pas si elle est dispo quelque part. C'est juste avec un piano, quoi. C'est ce piano qu'on entend dans l'intro et nous on kickait là-dessus, quoi. Tu vois, c'était un concept et je vais rendre à César ce qui appartient à César. C'est que j'étais dans le tag moi quand j'étais petit. J'étais dans le graffiti et tout et j'ai rencontré un mec incroyable qui m'a super influencé. Il s'appelle Yank. C'est un tagger, quoi, du 78, je crois. Je l'ai connu moi dans le 78 et tout. Je l'ai rencontré au Cap d'Agde. C'était un tagger, tu vois. Pour moi à l'époque, un tagger c'était un zoulou, c'était un rappeur, tu vois. C'était la même chose. Et je croise un mec dans la rue, veste en jean Yank, crête, tu vois, espèce de crête et tout, un quepon, quoi. Je fais c'est toi Yank? Il fait ouais c'est moi. Je fais mais t'es un punk? Et il fait bah ouais, je sais pas, il me répond pas ouais ou je sais pas quoi. C'était un espèce de gars qui traînait avec une bande de punk, un peu punk à chien et tout. J'ai fait ah ouais. Et c'est un peu de lui que je tiens moi ce côté punk qu'on a vraiment mis dans ce Winkles, parce que finalement si les gens nous disent que vous êtes des rappeurs punk, c'est uniquement à cause de ce morceau. Que finalement quand tu regardes bien, il n'y a pas tant de traces de ça que ça. C'est surtout les thèmes, je pense. Tu sais, et surtout la binouse, en fait. Je pense que la bière, c'est tellement emblématique du punk, tu vois. La bière en elle-même, parce que regarde l'alcool et tout. Enfin, je te disais au début de cette interview, on était sûrement les premiers en France à parler de ouinge, d'alcool et tout. Aujourd'hui, les rappeurs, tu prends Fianso, tu vois, le gars le plus street que tu peux trouver, tu vois. Bah, la moitié des sauveurs, c'est mélange dans la bouteille, tu vois, gros ouinge, machin. C'est normal aujourd'hui, tu vois, de parler de ça. À l'époque, ça choquait les gens de ouf. C'était pas les thèmes. Mais c'est vrai que la bière en elle-même, il y a ce côté un peu punk. La bière, c'est métal, quoi. C'est vrai, la bière, c'est un peu métal. T'as porté trop de respect à la bière et les métalleux, ils ont fait. J'aime bien ce mec. C'est vrai, mais à l'époque, on parlait autant de la drogue et tout ça. Hein. On faisait bien les cons, faut dire. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on a fait comme conneries. Il y a des trucs que tu rechanterais pas de l'époque, que tu as écrit, que tu as sorti et que tu rechanterais pas maintenant, ou tu dirais non, ça on le met pas dans le set. Il y a des choses qui me dérangent un petit peu, mais le pire, c'est qu'elles sont encore dans le set. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il y a des morceaux très frontaux, un peu vulgaires, un peu avec des choses qui pourraient s'apparenter à... on peut pas dire de la... comment dire, c'est difficile parce qu'il y a des mots qui sont durs à employer, tu vois. Je peux pas parler de misogynie ou de, tu vois, mais beaucoup de rappeurs se sont posés la question et même des mecs comme Pharrell Williams ont fait des mea culpa alors que les mecs c'est les Neptunes, c'est quand même hyper girl friendly et tout. Ouais. Il y a eu une période où c'était un peu naturel, mais c'était, comment dire, c'était ce côté, bah ouais. Ouais, je suis un séducteur, je suis un lover, même dans le R&B et tout, il y avait pas mal de ça. C'était un peu peut-être dégradant, tu vois, c'est vrai. Hein. Mais nous, on l'a jamais vu comme ça. Parce que moi, j'ai toujours vu ça comme une espèce d'échange, et encore dans les morceaux que je fais, tu vois, pour moi, c'est un échange de bons procédés, tu vois, c'est je t'étrangle un peu, tu me marches dessus, quoi, tu vois, il n'y a pas de problème, tu vois. Hein. On fait ça, on est consentant, on s'aime, tu vois, c'est cool. On sait ce qu'on fait, quoi. On sait ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu de gratuité dans le rap, en règle générale. Bon... un peu. Ou les morceaux, bon, on les assume quand même, quoi. Enfin, les gens, ils savent qu'on défend quand même des valeurs, tu vois. Ouais. Qu'on a... faut prendre ça quand même avec un énorme rocher de sel, quoi. Faut pas prendre ça au premier degré, quoi. Non, c'était un peu provocateur, les morceaux comme Ardama, tu vois. Mmh. Bon. Mais tu les as laissés dans le set, quand même. Ils sonnent bien quand même. Hein. Et puis ça rappe. Hein. Tu les chantes, mais avec une petite. Ça dépend. Si je joue 1h30, je les chante. Si je joue 1 heure, je le fais sauter, quoi. Tu vois. Okay. Je sais lesquels faire sauter, quoi. Si il y a le director's cut alors du concert, quoi. Faut aller au concert des Winkles. Faut aller au concert long, vas-y. Les trucs sont pas diffusables. Non, mais c'est vrai que c'est le rap en général qui a été comme ça. Tout le monde s'est mis un peu là-dedans, tu vois. C'était naturel. Même.
Enfin, les gens aujourd'hui continuent à le faire, le côté bling-bling, parler d'oseille et tout. Ça intéresse qui, en fait, tu vois? Moi, franchement, aujourd'hui, quand j'écoute du rap, j'adore le rap, le nouveau rap. Ça me dérange pas du tout. Je suis pas du tout rap ancien versus nouveau rap. Surtout qu'il y a plein de trucs dans le nouveau rap qui peuvent me rappeler d'autres trucs que j'aime bien dans le rap old school. Mais écouter des gens qui te parlent de leur fortune, finalement, ça me fait déprimer. Tu vois, parce que je dis pourquoi, en fait, tu veux dire quoi? Donc, c'est comme regarder des riches à la télé, quoi, tu vois. Non. Le flex, quoi. Ouais, mais c'est flex, j'aime bien l'attitude flex, tu vois. Mais finalement, ça me rapporte aussi à mes échecs, tu vois. Et je trouve ça triste, en fait, que ça peut te faire rêver quand t'es petit. Tu dis, ah putain, je vais être footballeur, je vais gagner de l'oseille, je vais être comme les rappeurs, je vais avoir de l'oseille. Finalement, quand t'as 50 ans, que t'écoutes ça, tu fais, ouais. Ça, t'as vu l'arrière du décor aussi. J'aimerais bien quoi. En avoir, mais bon, tu vois, ça me fait pas rêver d'entendre des mecs qui me parlent de ça. Ça me rend plutôt déprimé, quoi. Il n'y a pas une part de flan là-dedans, quand même, un petit peu. Il n'y a pas une part de caisse de Ferrari de location pour les clips et je montre que j'ai plus d'oseille que ce que j'en ai vraiment. Ça marche bien quand même. Il y a eu des gros revenus avec le streaming et tout. Il y a une nouvelle économie quand même qui marche fort. Et nous, on a toujours un peu raté ces trucs-là. On a raté, le début, on a raté la grande époque où tu vendais même 40 000 disques et c'était viable. C'est-à-dire juste avant nous, quand les assassins, tout ça et tout. Ensuite, on s'est retrouvé pile dans la crise dite Napster, d'Internet et tout, du téléchargement, où là, ça a été... les maisons de Scud, elles ont flippé, c'était l'enfer. Ouais. Et après, on était trop vieux pour la génération Internet, do it yourself, où les mecs font tout eux-mêmes, ou pas, mais en tout cas, où il y a l'accès à toute cette info, à tous ces outils. Si on les avait eus à l'époque, on était archi créatifs et archi gaulerie, on faisait que de faire la teuf, on aurait fait des vidéos, mais les gens, ils seraient devenus ouf. Tu vois, parce que là, pour le coup, on filmait des backstage et tout, mais les gens, ils n'étaient pas prêts. Ouais. C'était n'importe quoi. Toi, tu n'avais même pas besoin de te préparer à tourner un sketch, ta vie était déjà un sketch, il y avait juste à le filmer. C'était un sketch, tu filmais Nicus, c'était du grand art. C'était du grand art. Ou même Xavier en pyjama en train de regarder Roland Garros toute la journée au lieu d'aller aux balances. Tu vois, il y avait vraiment de quoi faire. Mais bon, voilà, on a toujours été un peu en décalage avec tout ça. Et puis finalement, on a fait notre carrière un peu de groupe culte, quoi. Ouais. C'est un groupe culte avec les rois sans couronne. Ouais, les rois sans couronne. Mais enfin, on a quand même... les rois sans couronne, je n'irai pas jusque-là parce que je pense qu'on a quand même une couronne. Je pense qu'on a quand même... Il y a des gens pour qui Zwinkels, tu vois, c'est pas rien, quoi. Grave. Déjà, c'est une grande partie de leur vie. Sur les fans, quoi. Et puis, surtout, je pense qu'on est quand même considérés. Et aujourd'hui, même, tu vois, plein de rappeurs qui nous ont rejetés longtemps ont vu la carrière qu'on a fait. Et il y a plein de gars, je retrouve des magazines hip-hop où on a fait des interviews des Evelyn dans les années 90-2000, où on a un article comme ça, tu vois, grand comme as, tout petit, pour la sortie du disque. Et à côté de ça, tu as 2 pages sur des groupes dont tu n'as aucune idée de qui c'est, tu vois. Et genre, nous, en vérité, va les trouver, les mecs qui ont fait 30 ans, DJ Ponoplatine, Hellfest, Eurokéenne de Belfort avec Korn et Slipknot, Vieille Charrue, Solidays. Tu vois, on était des pionniers là-dedans, en vrai. Ouais. C'est qu'avant nous, il n'y avait pas des mecs comme nous, c'est-à-dire un petit groupe, tu vois. Tu n'avais pas les mecs comme Orelsan, Nekfeu et tout qui passent en festival. Tu avais des grands groupes établis de rock. Voire d'électro, tu vois. Tu n'avais pas des petits groupes indépendants. Mais après, le truc, c'est que le Zwink, vous avez peut-être pas l'audience de Metallica, mais ceux qui écoutent du Zwink, c'est une religion, quoi. C'est un peu comme TTC et Stupéflip. Stupéflip, c'est un bon exemple, tu vois. Et Stupéflip, c'est vraiment un exemple d'un truc un peu comme nous, mais qui a beaucoup mieux marché, financièrement. Parce que, tout simplement, il y a eu peut-être un univers mieux défendu. Et aussi, peut-être, quelque part, alors, il est riche, leur univers. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je ne trouve pas que ce soit vraiment du rap et tout, mais bon, enfin, ça, c'est un débat, c'est une querelle de clocher. mais si tu veux... C'est du Stupéflip, quoi. Ouais, Stupéflip, c'est à part. Mais leur univers, quelque part, qui est si particulier, il est quand même beaucoup plus grand public que notre univers, qui est quand même centré sur l'habiture, le sale, tu vois. Aujourd'hui, je dis souvent... Ils disent tous on fait du sale, mais les premiers à avoir fait du sale, en vrai, c'est nous. Il n'y avait personne qui faisait du sale. Nous, on faisait vraiment du très, très sale. Du très, très sale, ouais. Il faut écouter les albums du Zwink pour le savoir, mais ouais. Il y a quand même du sale. Les morceaux que ça avait le boule puante. Le sale, c'est plus toujours la même chose. Voir Ardamat, on disait des trucs et tout. Tu vois, c'est terrible. Non. Toi, tu parlais de l'explosion de la chaîne, de la chaîne. Tu parlais de l'explosion de YouTube, Napster, tout ça.
Ça correspond à peu près à l'époque où tu t'es retrouvé sur Game One, non? Sur cette transition-là vers le média, et où tu as entamé ta carrière d'animateur télé, du coup? Ouais, animateur télé, ouais. Tu étais sur des shows, sur Game One, Level One, que tu as animé pendant un moment. C'était trop bien, c'est mon pote Johan Lefebvre. Ça bossait un peu à Level One, ou c'était tout à l'arrache? Parce que ça donnait vraiment cette impression vu de l'extérieur. Tu es toujours obligé de bosser pour faire un truc comme ça. Mais par contre, quasiment tout ce que j'ai fait en télé, donc j'ai commencé par Game One, Level One. Après, on a fait Gong, c'est pas très connu, mais Gameology, c'est trouvable sur Internet. Ouais. On a fait plein d'épisodes. On s'est retrouvé sur D17 pendant 3 ans à faire la matinale. Ouais. J'ai fait quasiment 5 ans sur MTV. Et tout ce qu'on a fait comme ça, c'est des trucs qu'on a fait quasi tout seul. C'est-à-dire pas du tout entouré, à peine chapeauté. Et Level One, c'était un espace de création totalement libre. Évidemment, on pouvait se faire taper un peu sur les doigts quand on faisait une connerie. Bon, en gros, on nous avait dit, vous faites ce que vous voulez un petit peu, quoi, tu vois. Et il fallait bosser. Il fallait bosser, hein. Mais on bossait d'une manière super simple. On réfléchissait à ce qu'on voulait faire. On arrivait le lundi matin avec des idées de sketch pour les émissions. Le mardi, on préparait toutes les émissions, c'est-à-dire surtout les accessoires, qui étaient souvent des cacas en plastique, tu vois, ou des trucs comme ça, ou des survêtements de Roumains. J'étais chez Guérisold, toujours dans des états un peu chelous, pas toujours propres et tout. Et puis le mercredi, on tournait les 5 émissions à la suite. Pour la semaine d'après, quoi. Qui étaient pas montées, parce qu'il n'y avait pas de montage, en fait. C'était des séquences tournées en one-shot. Tu vois, voilà. Là, on se dit, bon, on va faire Indiana Jones, sauf qu'au lieu de soulever une idole dorée, ça va être un caca doré, tu vois. Et on prenait le truc, on mettait la musique d'Indiana Jones et on faisait un one-shot d'1 minute 30 pour ensuite jouer à un jeu d'aventure, tu vois. Ouais. Voilà, c'était très à l'arrache. Et le Morning, par exemple, qui était une émission très regardée, donc le Morning Star, il y avait quand même au-dessus de nous Guillaume Lassalle, qui est un mec incroyable, qui s'appelait El Didou, qui a bossé aussi sur Game One. Qui nous chapeautait, qui nous drivait. En gros, on faisait un peu ce qu'on voulait, quoi. Tu vois, c'est génial, ça. C'était assez cool. C'est genre carte blanche, quoi. C'était carte blanche dans le respect, parce qu'on a toujours été, comme je disais, un peu bon élève. On a toujours respecté les règles qu'on nous donnait. Et moi, j'aime pas. Je dessine, j'adore dessiner. Si tu me dis dessine ce que tu veux, j'ai pas beaucoup d'idées, quoi. Si on me dit, par contre, dessine une maison avec un mouton, là, je vais rigoler, parce que je vais pouvoir, tu vois, jouer autour du thème. Et c'est ce que j'ai aimé en télé, quoi. Et chez MTV, ça a été mortel aussi. Alors là, c'était beaucoup plus écrit, mais c'était trop cool de parler de musique, tu vois, tout ça. Et pareil, je faisais un peu ce que je voulais. On me demandait d'envoyer juste les textes, parce qu'ils étaient même pas relus, les textes, hein. Ils étaient juste mis pour le prompteur. Tu aurais pu écrire n'importe quoi, c'était. Non, mais je pense qu'ils auraient peut-être vu. Mais je fais attention, moi, à ce que je fais. Ouais. Tu vois. Donc c'était cool. Mais par contre, t'as commenté les MTV Music Awards aussi. Ouais. À l'époque. MTV Music Awards, c'était trop bien. Ça, bon, c'était un peu on commentait comme ça, vite fait. Hein. C'était pas grand-chose, mais j'ai fait des trucs cool. J'ai interviewé 50 Cent. J'ai interviewé Lenny Kravitz. Ma première interview, c'était 50 Cent. Donc, première interview en anglais avec 50 Cent. Genre, mon pote, j'étais comme as. Hein. Et il y avait China, qui postait à l'époque pour MTV. Moi, j'avais fait ça pour Game One. Ouais. China Bridgewater, que j'adore. Et elle m'a un petit peu aidé sur 2-3 phases où j'étais un peu du père. Et il me dit 50 Cent, are you nervous? Parce que j'étais un peu nerveux, tu vois. Il dit, are you nervous? Ouais, yes, you're 50 Cent, you're like a huge. I'm a huge fan, by the way. Et c'était drôle, quoi. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était cool, c'était grave cool. Il m'a sorti la meilleure ZEFA d'interview. Je lui dis, c'est qui le meilleur dans G-Unit aux jeux vidéo? Et il me dit, c'est Tony Ayo parce qu'il est tout le temps en prison. Que jouer. Waouh. Waouh. Non, mais c'était cool. J'ai adoré faire de la télé et j'aimerais encore en faire si j'avais des propositions. Mais MTV, on a arrêté au bout d'un moment parce que tout simplement, je commençais à plus avoir l'âge d'interviewer des mecs de 17 ans qui font de la pop, si tu veux. Ouais. Moi, aujourd'hui, si je faisais de la télé, on rigolait, on imitait un peu Philippe Manœuvre tout à l'heure, tu vois. Moi, aujourd'hui, je me sens plus comme un journaliste, tu vois. J'ai une petite expertise que je pourrais un peu partager. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas d'anecdote sur les Rolling Stones, moi, mais bon, j'ai quand même, tu vois, du vécu. Et puis, j'aimais bien faire ça, en fait. J'ai vraiment aimé faire ça, que ce soit en sketch comme en journaliste, en fait. T'as pensé à Twitch? Parce que t'es gamer, t'es animateur, t'as une grosse culture, t'es fun. Twitch, quoi. Mais je suis feignant. Mais c'est ta plateforme, en fait. T'aurais dû la fonder, en fait, cette plateforme, en vrai. Ouais, mais ça, regarde,
c'est le truc de tous les mecs qui ont créé des trucs. Level 1, le format, c'est-à-dire le format de test vidéo d'un jeu, le premier qui l'a fait, c'est le mec qui a créé cette émission, c'est Marcus. Et il a créé ce format de test de jeux vidéo en vidéo. Alors lui, il stream quand même, tu vois. Parce que lui, sa vie, c'est le jeu vidéo. Et moi, à côté de ça, j'avais plein de projets. J'ai toujours eu des émissions, des trucs, des albums à faire. Et là, aujourd'hui, j'ai peut-être le temps de m'y mettre. Donc, je vais voir si je vais pas m'y foutre. Yes. Mais c'est toujours dur de se dire, viens, on se lance dans un truc. Quand t'as 20 ans, même 30 ans, tu vois, t'es encore un peu rêveur. Tu te dis, ah, vas-y, je me lance dans le truc, je vais mettre de l'énergie là-dedans. Moi, aujourd'hui, l'énergie que j'ai, elle est quand même dans le truc de dire, putain, faut que je paye mon putain de crédit, la cantine du gosse. Ouais. Tu vois, et t'es rattrapé par la vie. Ouais, je suis un peu rattrapé par la vie. C'est pour ça que je me lance pas non plus dans des défis où en gros, faut donner de l'énergie puis attendre que ça fasse quelque chose. Parce que j'ai peur de me lancer dans un truc qui soit pas tout simplement, je dirais même pas lucratif, mais juste rémunéré. Rémunérateur déjà, ce serait pas mal. Ouais. Mais j'ai fait un peu de live YouTube, tu vois, à l'époque du confinement et tout, et les gens kiffaient grave le format. J'avais toujours 200-300 personnes. T'as des streamers connus, des fois, qui streament devant 300-400 gars. Tu vois, c'est pas non plus des scores de ouf. Même quand tu prends un Squeezie, qui est plus le premier, qui est quand même le premier, qui est quand même bien youtubeur en France, tu vois. Il a 15 millions d'abonnés, tu vois, je sais pas, 20 millions d'abonnés. Enfin, c'est genre un Français sur 2 qui est abonné à sa chaîne. Et quand il stream, il a 20 000 personnes. Et c'est des gros chiffres, tu vois. Ouais, c'est énorme. Déjà, 20 000 en stream, c'est pas mal. Voilà, donc pourquoi pas se lancer à un moment. Je voulais faire une émission avec mon fils qui s'appelle Mario. Parce que ton fils s'appelle Mario, du coup. Mon fils s'appelle Mario, voilà, en hommage un peu au plombier. Et puis je me suis dit non, je vais pas mettre en avant non plus mon gosse, je vais le protéger un peu. Mais on avait une idée comme ça de faire un truc générationnel. J'avais bossé un peu avec la team Vitality, qui est une grosse team de e-sport en France, qui est peut-être la plus grosse team en France. Ouais, je ne connais pas bien le e-sport, mais je pense, voilà, qui est vraiment la grosse team, qui ont des super beaux studios. On a bossé un peu ensemble. On avait envie de se lancer dans des formats. Puis moi, c'est pareil, j'ai pas rebondi énormément là-dessus. Le gaming, je suis pas vraiment gamer. J'aime bien le jeu vidéo. Je m'intéressais beaucoup à l'époque, mais j'ai commencé à beaucoup jouer quand j'ai présenté l'émission, en fait. Ouais, c'est l'émission qui t'a mis au jeu vidéo, c'est pas le jeu vidéo qui t'a amené à l'émission. Ouais, comme le rap, si tu veux, c'est la passion du rap qui m'a amené à la musique, mais je voulais pas spécialement en faire. On en a fait un peu comme ça par hasard, et ce qu'on faisait était tellement original, enfin, c'est pas à moi de le dire, mais comme c'était un peu différent, on a tout de suite eu des plantes, mais qui disaient, mais c'est complètement ouf ce que vous faites. Et du coup, on allait là-dedans, alors que moi, je m'attendais pas à faire ça, tu vois, spécialement. C'était pas prévu, quoi. Non. C'était pas prévu. C'est ça le problème, hein. Quand tu prévois pas, après, c'est la vie qui te mène. Puis après, du coup, quand tu sais plus vraiment ce que tu as prévu ou où tu vas aller, tu vois. Mais ça fait partie de la vie aussi, de suivre les opportunités, puis de nager avec la rivière. Cool. Tu sais pas trop ce qui va t'amener. C'est ça qui s'est toujours passé en fait dans ma life. J'ai toujours senti des trucs. Quand j'ai rencontré Johan Lefebvre, je suis venu en invité musical à Level 1, qui était à l'époque présenté par lui et Yannick Zico, regretté présentateur incroyable, mec génial, qui est parti trop tôt. Et je suis sorti de cette émission et je savais. Je l'ai dit à mon ex de l'époque, il va se passer un truc avec ces gars-là. Et un mois plus tard, deux mois plus tard, il m'appelait pour la rentrée pour faire Level 1. Bah ouais. Tu vois, j'ai toujours senti ça. Parce qu'il était parti et du coup, ils ont eu besoin de mecs, quelqu'un. Et puis toi, j'ai pris la place et c'est ce qui m'a amené à faire cette émission, rester sur Game One, avoir d'autres opportunités et finalement aller sur D17 et MTV et faire j'ai commencé je crois en 2004 à la télé, j'ai dû arrêter en 2016, 17, T'as fait 18, quoi, 10 ans à la télé à peu près? 15, ouais. Quinzaine d'années. T'as clashé Booba aussi dans Level 1? Très classe, très cool. Il est venu à Level 1, c'était trop marrant, trop cool. Avec une poupée gonflable sur les genoux. Ouais, on lui a donné une poupée gonflable, un AK-47 en plastique. C'était improbable, mais ils kiffaient, les mecs ils étaient à la cool, ils ont rigolé et tout. Ouais. Moi, je suis très fan de Booba. T'as eu les miquettes de faire ce sketch, genre de rapper devant Booba à l'époque? On voit que ma feuille elle tremble un peu, puis j'avais pas appris le texte par cœur, mais j'avais beaucoup d'admiration pour lui et j'adore ses albums. Enfin, j'écoute plus beaucoup ce qu'il fait maintenant, mais il a marqué son temps vraiment d'une empreinte incroyable parce que ça a été vraiment, c'est vraiment le meilleur rappeur français, tu vois, en termes d'écriture et tout. Je pense à la grande époque. C'est de France, quoi. Voilà, c'est quand même ouf. Hein. Mais après, voilà, il a des choix un peu. Il a des choix musicaux qui correspondent à l'époque et il a cette carrière qui est incroyable. Moi, j'écoute moins maintenant, mais c'est un mec quand même assez incroyable. Et j'étais vraiment content de le rencontrer. J'ai pris une petite
J'ai pris une claque aussi à l'émission avec Science Super Crew. Ils étaient venus à deux, il y avait Fefe et Sly qui sont venus, ils ont fait un petit freestyle. J'étais genre, putain, ils sont forts les mecs quand même. Ah ouais. Petit freestyle beatbox et tout. Mais c'était bien dans ces émissions, ce qui était cool aussi, c'était de rencontrer des gens. Avec MTV, on avait un truc qui s'appelait les petits concerts, c'était des concerts organisés par des fans dans des endroits, genre des bars et tout. Un peu star à domicile, tu vois. Et on a fait plein de trucs super bien. Julien Doré, Brigitte, Tété, c'était trop bien. Enfin, plein d'artistes trop cool, tu vois. Et c'était des bons moments aussi. J'ai eu vraiment de la chance de faire ces trucs-là. Et puis en plus, moi, je n'étais pas vraiment fait pour ça, tu vois. C'est un pur hasard et j'ai appris au fil des années à le faire. Et à la fin, je n'étais pas mauvais quand même. Mais t'es toujours pas mauvais. Non, mais je ne le fais pas vraiment aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai kiffé ce truc-là. Je verrai bien aussi si on me repropose des trucs, mais j'aimerais bien relancer des formats aussi. Il faut se lancer, ça demande un peu d'énergie. Mais bon. Allez, let's go. Let's go. 2023, ouais, 2023 je vais essayer on des lance trucs, un format. je vais essayer ça. On fait revenir Level 1 sur le devant de la scène. D'ailleurs, ils ont toujours une émission rétro gaming dans laquelle tu as été invité il n'y a pas si longtemps que ça. C'était quoi? C'est en 2017, je crois. Pour une rétrospective. Mais je fais régulièrement des trucs à Game One, je fais Level 1, rétro gaming et tout. T'es branché rétro gaming un peu? Non, pas du tout, j'aime trop pas ça, non. Non, j'aime pas trop. Plutôt les nouveaux jeux, du coup. J'aime bien les nouveaux jeux, j'aime bien les gros jeux, j'aime bien les jeux où tu te balades, j'aime bien les Tomb Raider, les trucs comme ça, avec les des RPG, énigmes, les trucs comme les ça. Zelda, les trucs comme ça. D'accord. Je t'avoue, ça fait là quelques temps que je joue plus vraiment. La PS5, elle est dans la chambre de mon fils, j'y ai jamais touché. Tu vois. Non, c'est plus trop. Enfin, j'aime bien ça. Hein, tu vois, j'ai toujours un petit jeu qui traîne, hein, mais c'est pas une passion, si tu veux. C'est juste un truc que j'ai vraiment kiffé de faire aussi à un moment. Aujourd'hui, je suis à un moment de ma vie où j'ai un peu envie de trouver des nouveaux trucs qui me stimulent, tu vois. Et où quelque part, il va falloir que je me réinvente, tu vois. Et les directions que je vais prendre à l'avenir, c'est des trucs qui vont aller vers là. C'est provoquer des nouvelles situations, parce que c'est toujours comme ça que ça a marché, tu vois. Bien sûr. Donc justement, me lancer dans des aventures ou faire, par exemple, de la musique comme je ne l'ai jamais encore faite. C'est-à-dire peut-être en composant plus moi-même ou en abordant des thèmes que je n'ai pas abordés, parce que j'ai fait le tour de ma fête du slip. Tu vois, la Slip Life, elle est là, hein, elle est sur mes doigts. Hein, mais T'as combien de slips chez toi? T'as une collecte de slips? Ouais, mais mon chien les bouffe, mais j'ai un gros stock. J'ai surtout un stock de merchandising slip où j'imprimais mes logos Gérard Bast et il me reste plein de slips noirs. Donc j'ai toujours des pochettes de slips noirs, il doit me rester au moins 200 dans un gros sac, tu vois. Donc je ne mets que ces slips noirs, je ne mets vraiment que ces slips noirs de mon merchandising. Tu mets que des slips Gérard Bast, quoi. Ouais, mais j'ai plus de Gérard Bast, quoi. Mais c'est mes slips noirs que je faisais imprimer. J'en ai un gros stock, tu vois. Mais bon, c'est vrai que voilà, ça, tu vois, la gaudriole, le côté punk, le côté punk, le côté patate, le côté gaudriole, que j'ai plus abordé peut-être dans ma carrière solo de rappeur. Mais on a fait un peu le tour quand même. Tu vois, on a prouvé ce qu'on sait faire. Alors j'ai encore envie de le faire parce que j'adore faire ça. Mais quelque part, je me suis rendu compte que c'est pas ce que les gens ils attendent nécessairement des artistes qu'ils écoutent. Tu vois, que entre une chanson drôle, tu vois, genre, je sais pas, viens boire un petit coup à la maison, et Mistral gagnant, si tu veux, Mistral gagnant et gagnant, quoi, si tu veux. C'est quand même ça que les gens ont envie, au fait, d'écouter ou d'avoir dans leur vie. Et j'ai jamais abordé, moi, des thèmes plus personnels ou en le faisant vraiment d'une manière un peu snake. Voilà, et je me dis, aujourd'hui, je pense que je vais avoir 50 ans, là, dans une semaine, pile. Et je pense que je suis à un moment de ma vie où il va falloir que je commence à faire gaffe. Non, à dire ce qu'il y a un peu là-dedans. Ah, vas-y. Pour de vrai. Bah écoute, ce serait bien. Une partie. Du coup, tu vas laisser tomber le pseudo Gérard Bast? J'ai pensé. Tu vas revenir à ton vrai nom, non, mais un vrai album éponyme? Gérard, c'est un peu Gérard, tu vois. Ouais. Bast, c'est qui je suis. Tu vois, c'est mon tag depuis que je suis petit peu. Voilà, je m'appelle Mathieu. Hein. Des fois, les gens me disent « Tu t'appelles pas Gérard ?» Je dis « Non, je m'appelle pas Gérard, mais mes parents n'ont pas eu la cruauté de m'appeler Gérard. » Les gens, des fois, vont sur Wikipédia pour savoir comment je m'appelle. Je m'appelle Mathieu. Voilà, c'est le vrai moi. Je vais pas faire des morceaux sous le nom Mathieu. Mais j'ai même pas envie, j'ai même pas besoin, j'ai juste envie de proposer pour voir si les gens se l'approprient différemment. Et en particulier, les médias. Et les gens, tu veux, qui font un peu finalement la carrière des groupes, les médias tout simplement. Hein. Est-ce que ça les intéresserait pas plus, tu vois? Moi, je voyais qu'on a fait l'album Rechute avec les Winkles. On est très très fiers de notre album.
Pour nous, c'est notre meilleur album. Comme tous les albums qu'on fait, à chaque fois, on pense que c'est le meilleur album. Mais on en était très, très fiers. Et on s'est dit, avec le statut qu'on a, 30 ans de carrière, 30 ans, 30 ans de carrière, un bel album, un statut de groupe culte, le parcours qu'on a, les trucs comme ça, un retour fat et tout, on s'est dit, putain, là, les mecs, ils vont enfin nous prendre au sérieux. Et tout le monde s'en est battu les couilles. Et on a fait, ah, putain, c'est quand même con, quoi, parce qu'on s'est donné du mal. Et les gens, ils continuent à penser qu'on est un groupe marrant ou parodique, enfin, les parodiques ou un peu beauf, tout simplement, tu vois, beauf. Et aujourd'hui, en particulier en 2022-2023, beauf, ça a pu la cote. Hein. Même l'alcool chez les jeunes, c'est un peu genre, bon, tout le monde en boit de l'alcool, mais aujourd'hui, tu vois, c'est un peu beauf, quoi. C'est moins une revendication d'être un peu un marginal et d'être un peu un rebelle que de boire de l'alcool. C'est genre, tout le monde le fait, donc c'est genre, ouais, pourquoi ouais, puis c'est pas, tu vois, il y a d'autres modèles aujourd'hui, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils attendent plus d'un artiste qu'il se livre ou qu'il fasse des propositions intéressantes et tout, tu vois, que, tu vois, genre, je sais pas... Jean-Marie Bigard, tu vois, moi, ça m'a fait rire il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça correspond plus du tout à l'époque. Tu vois, il est même limite marginalisé, ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que c'était le king, tu vois, de l'humour. Mais, tu vois, enfin, avec ma couille qui dépasse du slip, là, tu vois. Bah, c'est plus l'époque. Hein. Alors, je dis pas qu'il faut se ranger à ça. Hein. Au contraire, hein, je continuerai à faire des morceaux avec des explosions. Mais j'ai quand même aussi envie de chercher en moi. T'as envie d'être pris au sérieux. Ouais, un peu. Et plus être le gars qui fait un groupe parodique, qui a jamais été le cas. J'ai même pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie de ça. Hein. Mais on ne s'est jamais été un groupe parodique. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de voir un peu ce qui se passerait, en fait, si on faisait ça autrement. Tu vois, donner une chance à cet autre truc. Enfin, essayer tout simplement. Parce que tu sais, les gens qui font de la musique, il y a des envies. Mais il y a aussi plein de gens qui savent un peu où ils vont et qui savent aussi, tu vois, que c'est bien de faire des trucs, tout simplement parce que les gens, ils ont besoin de se reconnaître dans les morceaux. Alors évidemment, quand tu dis je bois des coups, ben, les mecs qui boivent des coups, ils se reconnaissent, quoi. Tu vois, mais tous les autres, ils se disent, bah, ouais. Tu veux ton moment Ciao Pantin, en fait. Pourquoi pas. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Ça se tente. Un rôle dans un film genre hyper sombre comme ça. Putain. Où on t'attend pas, quoi. Ben ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. T'as une actu là avec dans ton slip ? Ouais, c'est ça en fait. L'idée c'est que tout bêtement, j'avais envie pour faire un bel objet, je ressors en vinyle un beau coffret avec 3 vinyles dans mon slip volume 1 et 2, donc 36 morceaux. C'est un peu une anthologie de ce que j'ai pu faire en solo au-delà de mon disque Prince de la Vigne. Et c'était surtout pour créer un bel objet, les gens me le demandaient, et puis profiter de ça pour justement refaire un peu d'actu sur mon rap en solo. Simplement, évidemment, on est encore dans mon slip, hein, là, pour le coup, mais le temps de préparer peut-être autre chose. Et puis de faire quelques concerts aussi, de retrouver un peu les gens après Zwinkels. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont connu, pas par Zwinkels. Et ouais, à la télé, notamment. Voilà, qui m'ont dit « Ah, t'as un groupe en fait et tout. » Je fais, ouais. Et même des gens qui vont à mes concerts. J'ai pas nécessairement le même public à mes concerts solo qu'à mes concerts Zwinkels. Zwinkels a quand même ce côté plus mec, un peu bourrin. Tu vois, un peu les mecs dont ça a été l'adolescence et tout. Gérard Bass, il y avait un côté plus gaulerie, plus cool, plus ouvert. Un peu sympa, un peu Club Med, tu vois. Ouais. Genre, qui est le plus gros. Ouais, voilà, les gens, ils viennent s'amuser, tu vois. Ouais. C'est un peu plus bon enfant, moins vénère aussi, tu vois. Zwinkels, c'était un peu vénère. Moins maintenant, parce que c'est un peu les... Tu vois, il y a des mecs... Là, sur la dernière tournée des Zwink, c'est ouf le nombre de gens qui sont venus avec leurs enfants. Bah ouais, parce que maintenant, ils en ont. Là, ils en ont, et ils viennent avec leurs enfants de 10 ans qui sont fans, quoi. Tu vois, parce que leurs parents, ils écoutent et tout, et qu'ils trouvent ça trop drôle. Du Zwink, 10 ans, c'est un peu jeune. Ah ouais, on dit putain, vous savez. Hein. Et moi, quand j'ai fait des concerts solo et que j'ai faisais de la télé le matin en grand public, j'ai commencé à me taper des gosses et tout au concert. Je disais aux parents, attention, là, c'est pas le Morning Star, là, hein. Ça va pas être des sketchs. Hein. Là, ça va être mon zizi saucisson. Hein. Là, ça va être un peu plus rock'n'roll, les copains. Préparez-vous, quoi. Ça va pas durer trop longtemps. Yes. Bah, merci à toi en tout cas, Matt. Merci, Gérard, mec. Comme tu veux. On se retrouve très vite tous les deux pour de nouveaux projets en 2023. En tout cas, je l'espère, ça me ferait grave plaisir. Et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne pour une autre interview. Ciao, ciao.